Salut les sportifs, juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous partager la bonne nouvelle. Devenir triathlète sont partenaires du premier stage mixte organisé par Open Sky Moment et So Event qui se déroulera dans le Tarn du 24 au 28 septembre 2025. C'est un stage all inclusive. Vous venez avec votre vélo, vos baskets, votre maillot de bain et votre combi et puis on s'occupe de vous, on vous fait dormir, manger et surtout vous entraîner avec une presta de super qualité. Vous allez pouvoir repartir du stage non seulement avec les jambes bien lourdes mais aussi avec tout un tas d'informations pour pouvoir continuer votre entraînement et atteindre votre objectif de la saison, voire même votre objectif à long terme. N'hésitez pas à regarder dans les notes de cet épisode pour en savoir plus. Vous avez même un petit code promo que vous pouvez insérer au moment de l'inscription. Tout se passe sur le site de So Event. Je suis impatient de vous retrouver du 24 au 28 septembre sur ce stage puisque je serai aux côtés des organisateurs. Salut les sportifs et bon épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir sur le podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je reçois un sportif de haut niveau, olympien, et on va revenir avec lui sur tout ça, sur l'histoire, sur comment est-ce qu'il a atteint les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je suis très heureux de tendre le micro à Éloi Adjavon. Salut Éloi. Salut Armano. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Oui, ça va. Le démarrage était un petit peu difficile, tu vois. Il m'a fallu 9 minutes pour m'échauffer, d'abord, avant de lancer tout ça. Mais ça y est, on y est. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent en vidéo sur la chaîne YouTube, vous verrez que Éloi arbore un beau micro. Et ça, je suis content. Vous devriez avoir une bonne qualité de son. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des commentaires là-dessus. Mais c'est super sympa d'avoir un invité qui a un micro. Comment se fait-il que tu aies un micro avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? En fait, j'ai acheté ce micro il n'y a pas très longtemps parce que j'aimerais bien commencer à faire un podcast. Alors pas un podcast comme le tien où on interviewe des gens, mais un podcast d'histoire pour s'endormir le soir. Parce que moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai de temps en temps beaucoup de mal à m'endormir le soir. J'ai la tête qui tourne, je réfléchis à plein de trucs. Et j'ai découvert un podcast anglais qui fait ça, qui fait des histoires le soir et ça m'aide à m'endormir bien. Mais j'en ai pas trouvé en français que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas le faire toi-même. Exactement, c'est le principe de si ça n'existe pas, fais-le toi-même. Et puis peut-être que sur un malentendu, ça pourrait super bien marcher. C'est ça, j'aimerais bien. Si ça peut aider des gens à s'endormir, ça me ferait plaisir. Moi, j'avais mon prep mental qui m'avait donné 2-3 techniques toutes simples. On avait fait une séance de, entre guillemets, méditation guidée où il m'avait un peu expliqué dans quelle position, dans quelle posture me mettre, dans quelle posture mentale aussi me mettre. Et après, il m'avait envoyé 2 méditations guidées en format audio que j'avais écoutées. Franchement, j'ai même pas écouté les 2. J'en ai écouté une, ça m'a suffi. Et maintenant, à chaque fois que je veux méditer, m'endormir, que je suis un petit peu... je suis un petit peu, perturbé le soir, soit parce que j'ai fait du sport avant, soit prise de tête avec les enfants, mon épouse ou autre. J'essaie de me remettre là-dedans, je m'allonge bien, je fais un peu de respiration au carré, un peu de cohérence cardiaque et ça m'aide pas mal. Mais le coup des histoires, c'est intéressant aussi. C'est un peu ça, à chaque fois ça commence, ces genres de podcasts, ils commencent avec une petite méditation guidée, où tu travailles des travaux de respiration ou bien tu fais d'imagination, visualisation et après on te lance sur une histoire un peu endormissante comme ça, très calme, très posée et j'entends jamais la fin parce que je m'endors toujours. Donc j'ai des épisodes, c'est super, ils durent 1 heure, mais j'écoute par tranche de 15-20 minutes et puis après je dois revenir le jour d'avant. Alors qu'est-ce que j'ai fait la nuit dernière ? Ça c'est... alors j'ai certains auditeurs qui me disent ça, qui me disent je t'ai écouté en m'endormant. Quelque part, je suis content parce que tu vois, ça veut dire que on est dans les oreilles de nos auditeurs, même au moment de s'endormir. Et d'un autre côté, c'est ce que je leur dis, merde, mais t'as pas eu la fin. Non, mais t'inquiète, je le réécoute le lendemain quand je cours. Comme ça, j'ai une double écoute, une inconsciente et une consciente. Donc ça me plaît encore plus. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Écoute Éloi, on est rentré dans le vif du sujet là pour délirer un peu, mais ça permet aussi de briser un peu la glace. Ce que je te propose, c'est de rentrer directement maintenant dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Toi, le sport, le triathlon, les JO. Donc je te propose de te présenter. Dis-nous tout, qui est Éloi Adjavon. Donc moi je suis triathlète franco-togolais et j'ai eu la fierté de pouvoir représenter le Togo aux Jeux Olympiques de Paris l'an dernier. Moi, le triathlon, j'ai commencé assez tard, en 2019. Avant ça, t'avais quel âge ? Toute ma scolarité, j'avais du coup 27 ans. 27 ans, j'ai fait mon premier triathlon à Hénin-Beaumont, dans le nord de la France, parce que je suis de là-bas. Et en fait, j'ai commencé moi le sport très jeune. Principalement, je faisais surtout de natation quand j'étais plus petit. À mes 5 ans, j'ai commencé. Puis, j'ai fait un peu de tout, du foot, du basket, du volley, de la course à pied, du saut en longueur. Un peu de tout, j'aimais beaucoup et j'adore toujours le sport. J'adore être actif, bouger.
Et pour les études, j'avais envie de faire des études de cinéma. Donc je me suis un peu éloigné du sport en 2010 quand j'ai commencé, 2009 même. Et j'ai fait une année de fac à Strasbourg, études du cinéma. Ça m'a pas trop plu parce que c'est trop théorique. Moi, je voulais vraiment faire de la pratique, réaliser des films. Donc je suis parti aux Pays-Bas 3 ans faire des études de philo. Parce que je me disais, bon, moi j'ai envie de faire de la réalisation. Et si j'ai un peu une vision plus intéressante sur le monde, enfin des choses à dire, ça fera peut-être des films plus intéressants. Donc j'ai fait 3 ans d'études de philo aux Pays-Bas. Puis j'ai voulu rentrer dans une école de cinéma, mais j'ai pas été pris et j'avais pas de plan B. Donc j'ai été bosser 1 an dans un pub irlandais dans le nord de la France. Après ça, j'ai retenté une école, je n'ai pas été pris, j'avais encore pas de plan B. Donc j'ai rebossé 1 an dans ce même pub. Et puis après, j'ai été faire 3 ans d'école de cinéma, cette fois-ci en Belgique. Et en fait, pendant tout ce temps-là, du moment où j'ai commencé les études aux Pays-Bas jusqu'à la Belgique, j'avais des envies d'aller, de bouger, d'être à l'extérieur, d'être dehors, vraiment d'être actif et pas toujours être assis dans une salle de classe. Même si j'adorais ce que je faisais, notamment les études de cinéma, on avait quand même assez de pratique, ça me plaisait beaucoup. Mais en fait, je me souviens, c'est particulièrement les jours d'hiver où les journées sont courtes, donc tu profites pas beaucoup de l'extérieur. Et le seul moment où tu vois de la lumière et du soleil, bah toi t'es assis à l'intérieur dans une salle de cours. Et moi ça me frustrait énormément. Avant l'école de cinéma, j'avais en tête de faire un tour du monde à vélo. À ce moment-là, je regardais beaucoup de vidéos de bikepacking, des ultras, la transcontinentale qui commençaient à se mettre en place. Et donc quand j'ai été pris à l'école de cinéma, c'était un drôle de sentiment parce que d'un côté j'étais content d'avoir enfin réussi à atteindre cet objectif et d'un autre côté je me disais mince, du coup je vais pas faire mon tour du monde à vélo. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il qu'en 2018-2019, l'hiver, j'étais à la montagne avec des amis et la famille de ma copine et en marchant, en randonnant, je me suis dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand t'es dehors, quand t'es actif, et il faut que tu l'écoutes. Et je me suis dit, bon, bah écoute, t'as toujours eu ce rêve d'aller aux Jeux Olympiques, t'as 27 ans, bientôt 28 ans, si tu te lances pas maintenant, peut-être tu te lanceras jamais. Donc, plutôt que d'avoir des regrets, bah, tente la chance, quoi. Et si ça marche, bah, tant mieux, ça sera génial. Et si ça marche pas, bah, au moins t'auras essayé et tu sauras que, bon, bah, voilà. Tu resteras pas là, le reste de ta vie, à te dire, et si, et si, et si. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. Exactement. Donc voilà, donc j'ai choisi le triathlon. Je sais, à chaque fois on me pose la question pourquoi, je sais pas trop dire pourquoi. Parce que je sais juste que j'ai entendu parler du triathlon lors d'une conversation avec des amis. On cherchait les courses les plus difficiles du monde et puis il y en a qui disaient ouais, il y a un ultramarathon qui se court dans le désert, ouais, il y a je sais pas des trucs de Spartan Race où tu cours, tu sautes, tu machin, tu trucs. Et quelqu'un qui a dit non, il y a un truc, c'est l'Ironman, tu vois, c'est d'abord tu nages, ensuite tu roules, ensuite tu cours et c'est un truc de ouf. Et à l'époque, je m'étais dit bah ça je le ferai un jour quoi, je le ferai un jour. Et bon, c'était pas Ironman le truc, mais je me suis dit bon, triathlon pourquoi pas, ça me tente très bien. J'ai toujours nagé, le vélo j'aime beaucoup et puis la course à pied, on va dire que je pourrais m'y mettre. Donc j'ai tenté premier triathlon donc en 2019, je m'étais entraîné un petit peu, j'avais fait le 20 km de Bruxelles en préparation et donc je fais ce triathlon à Hénin-Beaumont, je termine 77e. Alors déjà en rentrant dans l'eau, je me suis dit bon, normalement il n'y a pas de problème, je viens de la natation, il n'y a pas de souci, mais en fait moi j'ai toujours fait des 50 et des 100 mètres, donc je suis plutôt explosif, plutôt sur du sprint quoi. Rappelle-moi, tu nager en eau libre. Faudra que je te raconte une anecdote sur mon fils, mais vas-y, je te laisse finir. J'avais jamais nagé en eau libre, j'avais jamais nagé en combinaison néoprène et voilà, j'avais jamais fait en fait un départ de triathlon. En plus là c'est un truc dans une petite mare à canard comme ça où on est en départ derrière une ficelle et puis il y en a qui débordent à droite, qui débordent à gauche, enfin comme souvent dans les triathlons régionaux. Et d'un coup go, c'est parti. Et il se fait que ce jour-là l'eau était assez fraîche, donc je plonge, je commence à nager et là j'arrivais pas à respirer et je me suis retrouvé à faire de la brasse en fait pendant 15-20 mètres avant de me dire ok c'est bon là tu t'y remets. Et ça a été une vraie claque en fait parce que je me suis rendu compte que c'est pas du tout pareil que de nager tout seul peinard dans une ligne d'eau et faire 50 mètres à fond sans regarder où tu vas quoi. Et bref donc voilà, donc je fais ce triathlon là, je me dis ok c'est super cool. Ça c'était quelle distance, c'était un S ou un M? C'était un S ouais. Ouais, c'était un S, donc t'avais 750 de natte et puis 20 de vélo et après un 5 km à pied là. Et à la fin de ça je me dis ok banco let's go, tu vois, pourquoi pas quoi, on va essayer. Et donc voilà, donc c'est là où je me dis ok là je vais faire du triathlon et je vais essayer de me qualifier pour les Jeux. Et à l'époque j'étais
très 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 naïf, parce que déjà je ne savais pas du tout comment ça marchait la qualification olympique, et encore moins la qualification olympique pour le triathlon. Et j'avais dit à mes profs à l'école de cinéma, je vais prendre une année, voilà, je vais m'entraîner à fond et je vais voir si je peux me qualifier pour Tokyo. Mais puis bon, si je réussis, j'y vais, je reviens, ça sera génial, et puis on reprend les études. Tout le monde disait, ah c'est super, c'est très bien, super, vas-y. Et donc très vite j'ai compris que ça allait pas être possible, parce qu'il n'y avait pas de fédération de triathlon au Togo. Donc autant dire que je pouvais pas faire de course à l'international du tout. Et attends, parce que tu vas trop vite, mais la question là, c'est tu veux te qualifier pour les Jeux Olympiques. Ok, bon, j'adore cette innocence et ce... je parle souvent dans mes podcasts et même ailleurs de Nicolas Guilleneuf, qui est le producteur du podcast, le Let's Trail podcast, donc un podcast qui parle de trail. Et sa devise, c'est si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Et tu vois, c'est cette innocence de se dire, bah, en fait, c'est cool, je m'éclate, je vais aller au JO. Bon, bah, j'adore ça. Mais au-delà de ça, pourquoi tu te dis, là tu nous dis c'était pas possible parce que pas de fédé de triathlon au Togo, mais en fait pourquoi tu te dis Togo et pourquoi pas avec la France? T'es franco-togolais, t'aurais pu tenter avec la France? Bah je savais en fait la première raison c'est que je savais que ça allait être plus compliqué si je tentais avec la France, puisque moi je partais de absolument rien et on m'avait déjà dit qu'en France il y avait quand même du gros niveau. J'avais commencé à regarder un peu les vidéos de triathlon sur YouTube comme ça, et à l'époque bah il y avait Vincent Louis principalement qui dominait tout, Pierre Lecor je connaissais pas encore trop, mais Léo Bergère, tous ces gars-là qui étaient déjà bien avancés sur les positions de triathlon françaises. Donc ça, c'était une des premières raisons pour lesquelles je me suis dit, bah, pourquoi pas faire le Togo. Aussi parce que en 2012, je pense, pendant les Jeux de Londres, j'étais tombé par hasard comme ça dans la télé et j'avais vu une qualification natation. Et il y avait une athlète togolaise de 13 ans qui faisait le hit de qualification, quoi, les éliminatoires. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais si elle y est, il n'y a aucune raison que moi je ne puisse pas y être. Je suis togolais, elle est togolaise, elle est au jeu, je suis togolais, je devrais pouvoir être au jeu, je fais de la natation, why not, quoi. Et je pense que ça, c'est resté un peu quelque part au fond de la tête, là. Et ça fait que quand je me suis dit ça en 2019, donc il y avait déjà le fait que je me suis dit, il sera peut-être plus facile qu'avec la France, parce qu'à ce que je savais, il n'y avait personne. Et aussi parce que je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose de cool. À l'école de cinéma, on parlait beaucoup de représentation, du fait que on a l'impression que le monde est d'une certaine manière parce que c'est ce qu'on voit à la télé, parce que c'est ce qu'on voit dans les séries, parce que etc. Alors qu'en fait, ça c'est une version ou c'est une vision du monde. Et c'est quelque chose qu'une personne nous montre de ce que cette personne-là, comment cette personne-là envisage le monde. Et on a beaucoup de discussions avec une amie en particulier de l'importance de mettre dans nos films des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. Et c'était un peu la même idée qui m'a poussé à vouloir représenter le Togo, en me disant ce serait cool qu'il y ait plus d'athlètes dans le triathlon d'origine africaine, en dehors des Sud-Africains et des Marocains et des Tunisiens aussi, qu'on voit beaucoup. Et donc si je peux réussir à me qualifier pour le Togo, peut-être que ça pourra en inspirer d'autres, d'athlètes togolais ou d'autres d'autres pays en Afrique, de tenter leur chance, que ce soit dans le triathlon ou dans un autre sport, quoi. Donc il y avait ce volet-là aussi, qui s'est ensuite développé un peu plus dans l'idée d'essayer à ma manière et à ma petite échelle d'influencer ou de contribuer au mouvement sportif togolais, quoi. À me dire si je réussis à me qualifier, peut-être que ça pourra inciter à peut-être plus d'investissement de la part des instances des autorités togolaises, plus de visibilité, à travers cette visibilité, plus de jeunes qui se disent c'est cool, j'aimerais faire pareil, quoi. Parce que je suis convaincu qu'on a du talent au Togo aussi. On n'a peut-être pas la notion d'essayer le truc, quoi. Bref, donc c'est un peu ces deux raisons-là surtout qui m'ont poussé à vouloir représenter le Togo. C'est clair. Moi, tu vois, quand on parle de sportifs africains qui s'engagent sur des disciplines sur lesquelles ils sont pas habituellement engagés, ça me rappelle ce nageur, je crois, camerounais. Il me semble que c'était pas à Londres, c'était à Rio, je crois. Je vois, j'oublie son nom, mais il y a ces images magnifiques où on le voit nager tout seul dans la piscine. C'est ça, ouais. Qui en fait s'est qualifié avec sa fédération, mais il avait absolument pas le niveau à l'époque des nageurs olympiques. Mais en revanche, ils ont joué avec les règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et c'était le seul athlète de la fédé, et il a pu y aller. Et on s'est rendu compte quand il s'est mis dans l'eau qu'il savait pas nager le crawl. C'est quelque part c'est risible, mais en fait, moi je trouve ça génial parce que tu le dis, c'est la représentation des athlètes. Alors
pour le coup, je crois que c'était un Camerounais. Pour le coup, c'était un athlète africain, mais ça aurait pu être un Asiatique, ça aurait pu être un athlète d'Amérique du Sud. Enfin, on en revient aux sources, aux bases même de l'olympisme, c'est-à-dire donner la possibilité à tous de concourir au plus haut niveau, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je pense de toute manière, j'ai envie de dire, dans le sport, à un moment donné, il faut savoir être lucide. Et dans toute compétition, tout le monde ne fait pas la même course, finalement. On vient tous faire le même événement, mais il y a un certain nombre de personnes qui savent qu'ils jouent le podium, il y a un certain nombre de personnes qui savent qu'ils jouent un top 10, il y a un certain nombre de personnes qui veulent finir la course. Et je pense que chacun, à son échelle, réussit ses objectifs. Il ne faut pas forcément dire que l'un est mieux que l'autre. Et de cette manière-là, moi, ce que je trouve très beau dans cette histoire de ce nageur-là, c'est qu'il a fait le tour du monde et je pense que c'était même avant, c'est vieux, hein, je crois que c'est dans les débuts 2000 ou avant, on en parle toujours, quoi. Parce que j'ai des images comme ça qui me viennent et j'ai l'impression que c'est assez vieux. Mais voilà, on en parle toujours et ça, il a certainement inspiré énormément de monde, ou en tout cas, il a fait parler. Et ouais, je pense que ça a touché des gens et je pense que c'est très, très parlant aussi, quoi. Parce qu'au final, il y a un champion olympique. Et donc, s'il y a que ça qui compte, en triathlon, par exemple, il y a 54 gars où on s'en fout de ce qu'ils ont fait, quoi. Mais je trouve que c'est pas tout à fait ça. Et je pense que c'est pas ça les valeurs de l'olympisme, comme tu dis. Ouais. C'était Eric Moussambani. Voilà. C'est ça. Et c'était au JO de Sydney, donc effectivement, 2000. 2000. Ouais. Magnifique. Revenons à toi. Quand tu as dit ça à ton école de ciné, que tu allais prendre un an pour t'entraîner à fond et tenter les JO pour le Togo, en représentant le Togo, pour le coup, est-ce qu'au moins l'idée d'un film, d'un documentaire, t'est venue à l'esprit ? Ouais, tout à fait. En fait, c'était ça. On avait parlé de ça. Pardon. Moi, j'avais dit, ça, on pourra essayer en même temps de documenter ce processus. De moi, ce que je voulais vraiment, ce que j'avais imaginé, c'était un film qui montrait vraiment où la question, c'était qu'est-ce que ça fait vraiment à une vie, à une personne, à un couple, à une famille, à des amis, un groupe, et les gens qui gravitent autour d'une personne qui tentent de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça demande en fait ? À quel point est-ce que tu dois changer tes habitudes ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'entraînement ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de nutrition ? Enfin, il y avait aussi plein de choses que je ne savais pas du tout qui allaient se produire. Des trucs débiles, je parle souvent de la lessive. C'est futile, mais quand tu t'entraînes 2 à 3 fois par jour, tous les jours de la semaine, à un moment donné, c'est un truc que tu dois organiser, quoi. C'est clair, soit tu dois avoir 15 exemplaires de tes fringues, soit tu fais une tournée tous les jours pour laver toutes tes fringues de la journée, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand tu habites à Lille, où il fait pas forcément toujours très chaud à l'extérieur et que tu as un petit appartement, c'est une logistique, quoi. Et donc ça, c'est un petit exemple, mais il y avait plein de ce genre de choses. Je me dis, il y a forcément plein de choses qu'on peut apprendre sur la réalité de ce que ça veut dire. Parce que c'est vrai que quand on pense athlète olympique, on pense à la course qu'ils font, on pense aux jeux, on pense à la gloire, on pense à tout ça, mais on se dit pas, ok, mais ça veut dire quoi au jour le jour dans leur vie ? Ça veut dire quoi par rapport à leurs relations qui sont peut-être fortes au début, mais qui, avec l'entraînement, peut-être peinent un peu, puisque il n'y a plus assez de temps pour voir les amis, il n'y a plus assez de temps pour ci, etc., etc. Et je te remercie de mettre ça sur ce sujet-là sur la table. À chaque fois que je peux le placer, je le fais. J'ai produit aussi, là il est un peu en pause, mais j'ai produit un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, où l'objectif c'est de comprendre comment est-ce qu'on construit et qu'on vit d'une carrière de sportif de haut niveau. J'y ai reçu des triathlètes, hommes et femmes, mais j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire on a cette impression que les athlètes olympiens ou ceux qui vont au championnat du monde dans leur discipline sont des gens qui sont blindés, qui s'éclatent, qui font ce qu'ils ont toujours eu envie de faire et qui sont en vacances toute l'année. Alors je rappelle que faire du sport, surtout à haut niveau, c'est un travail, hein. Donc même si tu t'éclates, ça reste un job. Et ensuite, il y en a très 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 peu, quand ils sont pas footballeurs ou basketteurs ou golfeurs ou tennismen, qui vivent de leur sport. Et une des activités qui est non négligeable dans la vie d'un sportif de haut niveau, c'est d'aller chercher des partenaires. Et ce temps pour aller chercher des partenaires, qu'ils soient financiers ou matériels, c'est du temps en moins sur la récup. Donc c'est de la qualité d'entraînement qui est dégradée. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire, mais vu que tu avais abordé ce sujet, je voulais en rajouter une couche. Carrément, et même si je peux y aller un petit peu plus loin, moi quand j'ai dû à 2 reprises faire des campagnes de crowdfunding, financement participatif, pour la qualification, une fois pour acheter un vélo, une fois parce qu'il me manquait des sous pour terminer la phase qualificative, et j'étais choqué en fait de voir à quel point
il y avait déjà sur ces plateformes des cagnottes d'autres athlètes de haut niveau de pays où tu te dis, si t'es athlète de haut niveau en France, aux États-Unis, en Angleterre, normalement c'est bon, t'es couvert quoi. Enfin moi c'est comme ça que je l'imaginais. Que dalle. En fait, non, tu vois, ces athlètes-là, il y en a qui ont des records du monde ou des championnats d'Europe ou des championnats du monde à leur actif, mais ils ont quand même besoin d'aller faire des campagnes de Kickstarter, de crowdfunding pour aller au jeu quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a très peu d'athlètes, surtout dans le triathlon, qui vivent vraiment pleinement de leur sport, et après beaucoup d'athlètes qui essayent de survivre et d'aussi performer, et c'est pas toujours évident à réussir quoi. C'est clair. Revenons un petit peu sur ton voyage, parce que du coup je t'ai fait perdre le fil, je pense, avec mon insertion barbare, mais donc toi t'as eu envie de documenter tout ça pour voir un petit peu quel était le quotidien d'un ou d'une athlète, et en particulier de haut niveau, ou en tout cas qui se destine à être sportif de haut niveau. Donc tu as eu envie. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as documenté? Est-ce que c'est disponible quelque part? Est-ce qu'on peut suivre toute cette histoire? Alors j'avais commencé à faire une chaîne YouTube où c'était ma copine que j'ai rencontrée à l'école de cinéma, et elle aussi avait voulu à ce moment-là faire une pause de ses études donc c'était la fin de la licence, donc on a eu notre licence, et on s'est dit moi je m'étais dit, au lieu de me lancer tout de suite dans le master, ce qui fera que quand j'aurai terminé le master, ce sera le moment de se lancer dans le professionnel, et là ça va commencer et ce sera trop tard pour, on va dire, faire du tri. Donc je me suis dit, licence c'est parfait, on fait une petite pause, et comme ça je reviendrai et on reprend les études de master. Et elle ne voulait pas faire le master parce que c'était pas des projets qui lui parlaient, elle voulait se mettre à travailler, puis on s'est dit, tiens, ce serait cool, on fait ce film ensemble quoi. Enfin toi tu filmes, moi je fais le truc, et puis on fait un truc. Donc on a commencé d'abord par une petite chaîne YouTube, et je pense qu'on a dû faire 6 ou 7 vidéos. Et en fait, je pense que c'est pas très dans ma nature en fait de dire voilà, je fais ça, je partage ci, partage ça. Et aussi, en fait, c'était tellement un gros projet à envisager de filmer sur 4-5 ans qu'on savait pas trop dans quelle direction aller, on n'avait pas trop. Donc la chaîne YouTube, elle s'est arrêtée. Mais on a continué à filmer un petit peu à gauche, à droite, ici et là, sur des compétitions, et au fur et à mesure jusqu'au jeu, et même un petit peu après. Et toujours en train de chercher quel est le film qu'on veut raconter en fait. Qu'est-ce que ça fait sur moi? Qu'est-ce que ça fait sur notre couple? Est-ce que c'est comment elle le vit? Parce que du coup ça a évolué au fur et à mesure du temps. Donc pour l'instant on a beaucoup de rush, mais on n'a pas encore de film monté. Donc c'est un projet qui pareil est un peu en cours, un peu en gestation. Mais la seule chose qui est visible pour l'instant, c'est les 5-6 épisodes sur YouTube. Et le projet, il faut qu'on le monte, et il faut qu'on trouve l'axe qui fera que ce soit une histoire intéressante à raconter. Excellent. Alors, remarque, c'est un bon plan d'avoir des proches, et en particulier pour le coup ta copine, qui va pouvoir filmer au quotidien, parce que c'est vrai que y a toujours un peu cette scénarisation de je suis sur une compétition, je suis en train de m'entraîner, je suis beau, je suis en train de méditer, et ça c'est un truc je me souviendrai toujours que mon préparateur mental m'a dit je ne supporte pas les gens qui apparaissent en photo alors qu'ils sont en train de méditer, parce qu'en fait si tu es en train de méditer, tu peux pas te prendre en photo ou demander à quelqu'un de te prendre en photo puisque tu médites, donc t'es plus là. Ouais, c'est clair. Donc, mais en revanche, avoir quelqu'un qui vit avec toi au quotidien et qui va potentiellement avoir ce réflexe de dégainer le téléphone, dégainer la caméra, dégainer la GoPro, dégainer tout le matos de cinéaste avec une caméra plus chère que ton vélo. Bref, mais parce que finalement, comme ça fait partie de ton quotidien, au bout d'un moment, tu fais abstraction de tout ça, et tu t'es même plus en train de jouer, t'es plus dans un jeu d'acteur, tu vis juste ta vie, et puis t'as l'habitude que ton plus un, ta plus un dégaine l'appareil quoi. Et du coup, ça doit donner des rushs, hyper honnêtes, sincères. Après, il faut trouver la ligne éditoriale quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a des rushs assez intéressants où on se voit un peu se prendre la tête sur des trucs bêtes à une compétition. Je suis en train de préparer mon vélo, et puis ça dure éternellement, et puis je suis en train de je pinaille sur les détails comme ça, et puis elle filme, et puis elle dit ça fait quand même 1 heure qu'elle était dessus, il est prêt là, non? Et moi je dis mais non, regarde, ça frotte encore un peu, il faut que je fasse ci. Et donc il y a des échanges vraiment naturels. Attends, parce que t'as pas un mécano? Non mais loin, t'as même pas un mécano attitré, mais c'est quoi cette vie de sportif de haut niveau? On déconne évidemment. Ah, ce serait cool hein. Tu sais, ça me fait penser à Orelsan.
et son frère qui, alors en tout cas pour la première partie de son film, qui filmait tout le temps. Et effectivement, il a dû avoir 15 ans de rush, et pour faire un tri dedans, ça devait être une histoire de malade. Mais en revanche, quand tu le regardes, oui, ça fait un peu amateur comme film, mais c'est ça en fait. Et c'est partager la vie de celui qui est devenu Orelsan. Et donc ça doit être sympa de partager les rushs de celui qui est devenu athlète olympien en 2024. Ouais, j'espère qu'on réussira à en faire un film qui se regarde de début à la fin. Attends pas aussi longtemps que le frère d'Orelsan, par contre. Ouais, non, heureusement, il n'y a pas 15 ans de rush à faire. Ça va pas faire une série. Elle était très bien d'ailleurs, cette série. Et du coup, revenons sur le parcours. Donc un jour, tu te dis, premier triathlon, Hénin-Beaumont, génial, c'est ce que je veux faire. Je veux aller aux Jeux Olympiques. Allez, je vais opter pour la carte de ma deuxième nationalité. Ok. Mais alors, c'est quoi le chemin pour faire tout ça ? Donc ça commence donc effectivement déjà par trouver la fédération de triathlon qui n'existe pas. Donc beaucoup de mails vers le comité olympique togolais, des mails vers la fédération internationale de triathlon, des mails vers Africa Triathlon. Tiens d'ailleurs, je me permets, je te coupe, mais au Togo, tu dis des mails vers la fédération olympique togolaise parce qu'il y a d'autres sports qui sont représentés pour le Togo au JO. Ouais. Bon, tu parlais de la natation quelques années avant, mais... Ouais, il y a souvent donc il y a natation, athlétisme. On a eu dans les jeux derniers, on avait une fille qui faisait de l'aviron et moi qui faisais du triathlon. Avant ça, on avait quelqu'un qui faisait du ping-pong, un athlète qui faisait du ping-pong, un boxeur. Avant ça, je crois il y avait encore surtout des athlétisme. Mais donc il y a d'autres sports qui sont représentés. Il y a d'autres fédérations. On a même eu une athlète qui fait du ski. Qui est comme moi aussi franco-togolaise et qui s'est qualifiée pour les Jeux d'hiver à 2 reprises et faire du ski de fond là, les courses un peu marathon. Donc il y a d'autres fédérations, mais il n'y avait pas de fédération de triathlon. Et donc on m'a proposé à un moment donné, on m'a dit sinon si tu veux, il y a une fédération de pentathlon moderne. C'est à peu près pareil, tu vois, tu remplaces juste ton vélo par du cheval. Mais en vrai, ça se fait, tu vois. Puis il y a juste 10 épreuves, quoi. C'est ça. Juste 3. Donc, j'avais dit non, mais je vais essayer quand même le tri. Donc, j'ai eu la chance d'être en contact avec donc un directeur administratif là-bas qui m'a aidé à mettre en place la fédération. J'ai dû faire la nationalité parce que je l'avais pas officiellement. Je suis né au Togo, mon père est togolais, mais on n'a juste jamais fait la nationalité. J'avais le passeport français depuis toujours et on n'avait pas français à faire le togolais. Donc j'ai dû faire ça. Et après, en fait, j'ai dû apprendre à faire du triathlon. J'ai dû apprendre à comment ça marche de nager en eau libre, comment ça marche de faire des transitions, quels sont les différents éléments de ton matériel, comment c'est de rouler en peloton, de jouer un peu les techniques, des stratégies, et puis qu'est-ce que ça fait de courir après avoir fait tout ça, quoi. Ah mais y a quand même un monde entre ton premier tri S à Hénin-Beaumont où tu sais à peine nager en eau libre, hein, entendons-nous bien parce que tu étais nageur, je vais aller au JO, quoi. Arrête-toi vraiment là-dessus, s'il te plaît, mais raconte-nous. Dans l'idée, tu vois, encore une fois, si c'est pas possible, fais-le pour te prouver que t'as tort, quoi. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent, qui se disent, moi aussi, je vais aller au JO. Vas-y, sors-toi les doigts. Et puis, à l'époque, t'avais déjà plus de 25 ans. 27 ans. 27. Donc, 27, ça doit être la moyenne d'âge du haut du panier des plus vieux triathlètes au JO. Enfin, là, à Paris, t'avais 32 ans. Tu devais être le plus vieux, quoi. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça, c'est aussi ça qui m'a fait me dire, c'est maintenant ou jamais, quoi, parce que si tu commences plus tard, ça va être vraiment, vraiment chaud, quoi. Mais d'ailleurs, cette question dans ma tête, je l'ai eue à plusieurs moments, mais pas aussi positive, en fait, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Parce que j'ai fait des courses où, je pense souvent à une course, une finale de Détroit qui se passait quelque part dans le Jura, je pense, où il y avait c'était un peu vallonné le parcours vélo. Et moi, je viens du Nord, donc on roule toujours sur du plat et il n'y a pas de technicité. J'étais pas très technique. Donc en fait, dans les montées, j'en souffrais. Et dans les descentes, j'étais trop heureux, je freinais trop, tout le monde me dépassait. Donc en fait, je finis la course, je sais pas, 65 ou 66, enfin bref, au-delà de ça, je m'en fous, quoi, parce que entre 70 et 50e, c'est pareil. Et je suis en train de courir et faire le 5 km et je me dis, mais toi, tu veux aller aux Jeux Olympiques.
t'es là, et toi, tu penses que tu vas aller aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que ça a été un assez gros combat mental dans la durée de rester motivé, de rester à croire que c'était possible, quoi. Parce qu'il y a, en fait, pour la qualification pour les Jeux, il y a plusieurs chemins possibles. Donc il y a deux classements dans World Tri. Il y a le classement olympique et le classement mondial. Le classement mondial, plus ou moins toutes les courses donnent des points pour ça. Et le classement olympique, il ouvre 2 ans avant les Jeux, donc ils viennent. Et il y a certaines courses qui donnent des points pour ce classement-là. Donc soit tu te qualifies via le classement olympique. Souvent, ça, c'est ceux qui sont c'est dans le top 30 normalement. Donc, c'est ceux qui font des WTCS, les World Cup et choses comme ça. Soit tu te qualifies via le ranking mondial. Et donc, moi, en l'occurrence, c'était mon cas. Il fallait que ma condition pour me qualifier, c'était de rentrer dans le top 180 du classement mondial. Donc, en fait, déjà, il y avait une autre place que je pouvais prendre. C'était ça s'appelle les New Flag. Donc en fait, pour chaque continent, il y a un dossard chez les hommes, un dossard chez les femmes, qui s'appelle le New Flag. Et donc la condition, c'est top 180 et être le ou la première au classement continental derrière tous ceux qui sont déjà qualifiés. Donc en Afrique, pour nous, par exemple, c'était être le premier qui n'est ni marocain ni sud-africain. Donc moi, je visais ça à la base, mais bon, ça ne s'est pas fait parce que j'ai raté une course à cause d'une organisation logistique et tout avec ma fédération. Bref. Et donc j'étais un peu trop loin. Mais par contre, j'avais encore une chance, c'était la place de l'universalité. Et donc il y a 2 dossards dans le monde pour ces places-là. Et donc c'est critère top 180 et que ton pays soit éligible. Donc moi, mon objectif, c'était ça. C'était d'être dans le top 180 mondial. Donc même quand je faisais ces courses, donc ça c'est Détroit en France, donc ça n'a rien à voir avec la qualification. Mais en gros, je me disais, mais t'es nul quoi, qu'est-ce que tu fais ? Mais du coup, pendant tout le processus de qualification, moi, tant que j'avais une possibilité encore de marquer des points sur les coupes internationales pour rentrer dans ce top 180, je me disais, ça sert à rien d'abandonner, quoi. Faut essayer, quoi. C'est vraiment là. De plus, du fait qu'à la base, je pensais que j'allais à Tokyo et que finalement, ça allait être Paris, j'avais 4 ans de plus, 3 ans de plus, puisque c'était en 2021. Et ça fait que j'avais ce temps-là en plus pour vraiment... Non, pardon, ça fait que quand je me suis lancé et que j'ai dit ok, on fait pour Paris, pardon, je me mélange, mais j'étais à 100%. C'était ok, bon écoute, c'est plus une année de césure, on va à Tokyo et puis on rentre faire des écoles de cinéma, c'est un projet, tu t'y donnes à fond et tant qu'il y a une possibilité, t'y vas, quoi. Donc tout ça pour dire que ce truc, moi je pense souvent à cette phrase où je sais plus qui l'a dit, mais ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est un peu la même idée, quoi. Et je pense que c'est un peu ça. J'avais un peu cette naïveté au tout début. Et après, j'y croyais un peu parce que j'ai été faire du coup des tests d'effort à l'hôpital pour mesurer VO2 et tout ça. Et les chiffres étaient pas mauvais, quoi. C'était ok, bon, tu t'entraînes pas encore beaucoup, mais tes chiffres sont corrects. Il y a peut-être moyen, mais il faut que tu atteignes ça et ça et ça. Et puis on verra. Donc je partais pas non plus de rien du tout. Et puis j'ai fait du sport toute ma jeunesse. Donc j'avais un peu ce background qui restait malgré 10 ans sans sport. Donc c'était naïf et optimiste en fait en même temps, quoi. Enfin, je me suis dit essaye, quoi. Essaye, on verra bien. Tu sais quoi, je vais prendre l'épisode, avant même qu'il sorte, je vais l'envoyer à mon fils et je vais lui dire, tu vois, t'as 27 ans, t'as la nationalité malgache, t'as la nationalité italienne et t'as la nationalité française, choisis celle que tu veux, mais va au JO, bonhomme. Ah ouais, franchement, mais en fait, comment dire, encore une fois, comme je disais tout à l'heure que tout le monde ne fait pas la même course, c'est-à-dire qu'il y a le champion olympique et puis après il y a le reste, concrètement, enfin on peut le voir comme ça, ou alors il y a 55 athlètes pour le triathlon qui sont aux Jeux Olympiques, alors qu'ils finissent la course, ils finissent pas la course, ils finissent premier, ils finissent dernier, ils finissent au milieu, enfin ils sont aux Jeux Olympiques, quoi. Donc juste le fait d'aller au JO et de prendre un départ en soi, c'est déjà une consécration. Alors forcément le podium va te dire moi je voulais être champion olympique, bien sûr. Ok, mais tu fais déjà partie du top 0,0001% des gens qui réalisent un rêve, en l'occurrence d'être olympien. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, parce que c'est une question aussi avec laquelle j'ai beaucoup dû me battre, on va dire, c'est cette question de légitimité. Tu vois, où tu te dis, je suis qualifié pour les Jeux, mais je suis pas aussi fort que ceux qui vont gagner, je suis pas aussi ici, donc est-ce que j'ai vraiment ma place, etc., etc. Et ouais, je me suis qualifié via un autre moyen, c'est pas le même que eux. Il y a des gars, ils auraient pu, mais ils sont pas togolais, donc machin. Et moi, j'ai travaillé ce côté mental justement avec mon grand frère, et il me disait, mais
vous n'avez pas le même parcours. Les gars qui sont top machin, ils ont commencé à quel âge le triathlon? Ils sont encadrés comment? Ils ont eu quels entraîneurs? Ils ont eu quelle vie qui les a menés à être à ce niveau-là, quoi. Donc, toi, tu as tes cartes qui sont, j'ai la nationalité togolaise, j'ai la possibilité de me qualifier via ce parcours, et je suis pas aussi fort qu'eux, donc je dois quelque part travailler encore plus pour aller chercher des points. Donc on a chacun notre combat qui est individuel et qui peut pas vraiment être comparé. Et de ce point de vue-là, si tes cartes, tu parles de ton fils, c'est d'avoir toutes ces nationalités à disposition, entre guillemets, et qu'il a envie de faire quelque chose comme aller au jeu, il y a des solutions à trouver, en fait. Et c'est ça que j'ai surtout appris pendant tout ce parcours, c'est que quelque part, il y a toujours une solution à trouver. Et il faut réussir à être créatif et inventif pour la trouver, justement, et voir comment tu peux utiliser les cartes qu'on t'a données pour en faire le plus possible, quoi. D'autant que, tu le dis, il y a une question de légitimité, peut-être. Moi, je suis en plein dedans aussi. Là, avec mon binôme, on se prépare pour les championnats du monde de swimrun au Thilo le 1er septembre prochain. On a demandé une wildcard et on l'a obtenue. C'est-à-dire qu'on a demandé une invitation et on nous l'a autorisé. Alors on ne l'a pas offert parce qu'il faut quand même payer les frais d'inscription comme tout le monde et le transport, etc. Mais on a demandé l'invitation et on l'a obtenue. Donc ce qui veut dire que la possibilité existe. Avec toi, avec ta qualification via le Togo, les possibilités étaient offertes et tu les as saisies. Et s'il y en a d'autres qui sont pas contents, qui regardent les possibilités qui peuvent s'offrir à eux ou à elles, c'est tout. Ça. Et ça n'empêche que toi, t'es olympien. Et il n'y a pas de question de légitimité, parce qu'en fait, si tu y as été, même si on t'a donné une possibilité entre guillemets détournée par rapport au top 20 qui va au JO sans se poser la question, parce qu'ils ont les capacités et ils ont le track record et ils ont le palmarès qui va bien, etc. Mais ça n'empêche que t'as pas démérité. T'as commencé beaucoup plus tard, t'as travaillé 4 fois plus dur et tu y es allé. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que souvent, quand je repense du coup à tout le parcours, je repense à certains moments où je rigole parce que je me dis, mais je me suis quand même fourré dans des trucs pour avoir cette qualification. Et je me dis, ok. C'est à ce moment-là, je me dis, ok, peut-être qu'il y a d'autres gars qui ont mon niveau ou plus et qui auraient pu se qualifier, mais est-ce qu'ils sont partis faire 10 heures de bus au Népal la veille de leur course pour faire 200 km sur une route où en gros c'est du VTT x 1000, sans dormir de la nuit, faire la course et repartir le lendemain parce qu'il n'y avait pas d'avion, donc il fallait prendre le même bus pendant 10 heures? Est-ce qu'ils ont été en Venezuela attraper la gastro et quand même faire la course? Est-ce qu'ils ont été en Namibie puis au Zimbabwe à 2000 mètres d'altitude pour essayer de marquer des points? Enfin, je me dis quand même, quand je me retourne et que je regarde un peu le parcours, et ça c'est quelque chose dont je parle aussi parce que j'ai envie d'essayer de développer, de faire un peu des interventions et parler un peu de mon parcours et de dire ce que j'en ai appris, et puis ça peut aider des gens en entreprise ou dans le milieu sportif ou associatif, ça me ferait plaisir. Et un des trucs que je dis, c'est que quand tu es dans le sport de compétition, surtout à haut niveau, je pense, tu as tendance à beaucoup regarder devant. Tu regardes ce que font les meilleurs, parce que forcément c'est ce vers quoi tu aimerais tendre. Donc tu dis, waouh, c'est pas possible, Kipchoge il court son marathon à l'allure où j'espérerais un jour pouvoir courir un 5 km, quoi. Ou alors, je sais pas, la natation, ils font moins de 4 minutes au 400, et purée, c'est incroyable si je pouvais nager, même juste, etc., etc. Donc tu peux très vite tomber dans, en fait, je suis nul, et qu'est-ce que je fais là, quoi. Strava, le concours de celui qui a la plus grosse. Ouais, voilà, c'est ça, Strava aussi. C'est pour ça d'ailleurs, enfin après, parce que moi, je sais pas, je l'utilise plus. Ça m'intéresse plus trop. Mes trucs apparemment continuent à se mettre en ligne, donc il y a des gens de temps en temps qui disent, ah, j'ai vu ce que tu avais fait. J'ai dit, c'est cool. mais surtout, du coup, je me dis, ce qui est important de temps en temps, c'est de se retourner quelque part. C'est de se retourner et de regarder, le chemin parcouru, et 2, si tu as vraiment envie de te comparer, toutes les personnes, entre guillemets, que tu bats. Tu vois, tu dis, ok, si je prends mon exemple, mon meilleur temps au 5 km, c'est 15-25, donc c'est bien, par rapport aux élites mondiaux, c'est pas génial, mais par rapport à la grande majorité des gens, c'est quand même très bien. Et donc, il faut, et je pense que c'est important quand tu as un projet, n'importe lequel, mais où tu as des grandes ambitions, et où tu sais ça va demander beaucoup de toi, c'est-à-dire qu'il y a les attentes et le niveau à atteindre est vraiment très haut, c'est aussi de temps en temps de se retourner, et en anglais, tu sais, on dit give yourself a pat on the back, tu vois, une petite tape sur l'épaule. Tu te félicites, voilà, c'est ça, tu te félicites un peu du chemin parcouru, parce qu'au final, j'ai envie de dire, même si tu atteins la chose, ce qui compte vraiment le plus, ce qui t'aura le plus transformé, c'est le chemin parcouru, quoi.
une fois que t'as la chose, bah t'as la chose et enfin le lendemain tu te lèves et tu vas aux toilettes et la vie continue quoi. Ouais. Donc c'est ce que souvent mes parents me disaient, tu sais, avec la bonne vieille comparaison de ouais, mais lui ou elle est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Toi, finalement, ce que tu vas le chercher avec les dents, quoi, et pas avec la cuillère que t'as dans la bouche. Bon, soit. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Regarder derrière et puis ne pas hésiter à célébrer les petites victoires. exactement. Ok, je fais que 15 minutes aux 5000. Ouais, mais tu fais 15 minutes aux 5000. Et le jour où tu vas faire 14 minutes 59, mais mets-toi un bon gros coup sur l'épaule en disant hey mec, bravo, franchement, bravo. Oui, le chemin il est encore long pour aller atteindre les meilleurs, mais bravo parce que toi tu l'as fait quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est là où tu prends beaucoup de plaisir, c'est quand tu te rends compte. Pardon. Et ça me fait penser à un autre truc, à quel point je me rends compte de plus en plus aujourd'hui la force du mental en fait. Et mais je me souviens une séance que j'avais fait à un moment donné dans le Nord. Et je faisais la séance et je sais plus exactement ce que c'est, mais on va dire je devais courir 3 fois 10 minutes à une allure particulière. Et je me dis mais c'est quand même fou parce que je me souviens d'une séance où j'avais fait genre 3 fois 2 minutes à cette allure et ça me paraissait impossible. Je me suis dit mais comment je vais faire pour courir cette allure-là encore plus longtemps? Mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et là tu fais la séance et tu te dis mais attends, ça il y a X temps, ça me paraissait impossible. De la même manière qu'aujourd'hui, peut-être, bah ouais, ce 14,59, ce 14,58, il me paraît impossible quelque part dans ma tête. Et pourtant, bah, à force de persévérance, à force de détermination, de régularité, etc., bah, tu vas peut-être y arriver. Et ouais, enfin, juste de plus en plus, je me rends compte à quel point on se met des barrières de temps en temps. On se dit, bah, ça c'est impossible. Et du coup, j'y pense même pas, j'imagine même pas, j'envisage même pas. Et finalement, on essaye et on se rend compte que peut-être que c'est pas si impossible que ça, et peut-être que finalement l'autre truc qui me semblait impossible, je peux peut-être aussi l'essayer. Et bien sûr, après, il y a des trucs, je pense, il y a de la logique. Enfin, il faut se dire, ok, actuellement, peut-être je courrais jamais 12,36 aux 5000. Ça, c'est peut-être vraiment impossible. Mais bon, tant que t'as pas essayé, tu ne le sais pas pour de vrai, quoi. Et c'est ça c'est ça qui m'a poussé, je pense, au début. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est possible ou pas? Bon, on verra. On a spoilé depuis le début quand même, parce que c'était possible. Tu t'es qualifié, t'as été au JO. On va peut-être passer sur toute l'histoire. On regardera ça dans le film que tu produiras dans quelques mois, années, décennies. Qu'est-ce que ça fait de fouler le sol d'un village olympique et en plus à la maison, entre guillemets? Ouais. Bah, c'est ça aussi qui était super beau de viser Paris 2024. C'est parce qu'il y avait... Bah, déjà, il y avait le fait que Paris 2024, c'était 100 ans après Paris 1924, apparemment. Et je me suis dit, ça c'est super cool. Et ensuite, je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais représenter le Togo, l'un de mes deux pays, en France, l'autre de mes deux pays. Et en plus, bah, c'est pas trop loin. Et en plus, je trouve qu'ils ont quand même globalement fait un sacré beau travail sur ces jeux. Les terrains de jeu, ils étaient magnifiques, quoi. Et j'ai jamais vu, dans mon idée, j'ai jamais vu des endroits de jeu aussi beaux avec les arrière-plans, la Tour Eiffel, le Jardin de Versailles et ainsi de suite. La flotte, non, le soleil. Même notre parcours de tri était magnifique. Il y a les Champs-Élysées, quoi. C'est un rêve, quoi. Et donc, pour le village olympique, c'était génial. Et encore, je pense que je l'ai pas vécu à 100% parce que je connaissais pas tout le monde. J'ai pas une culture de sport très développée, donc j'ai pas toujours regardé les courses, je suis pas au courant de tous les sports, donc je suis certainement passé à côté de plein de champions du monde, plein de médaillés olympiques et tout ça que je ne connaissais pas, donc j'ai eu un peu ces étoiles dans les yeux en moins, mais tout de même c'est quand même incroyable de se retrouver là. Moi, ce qui m'a marqué en fait, c'est en arrivant, donc j'arrive à la gare, on vient me chercher, donc il y a quelqu'un qui attend avec un panneau à Javon, Paris, donc il vient, on me met de côté. Là, on me fait passer dans un petit couloir comme ça, on arrive, et là, on est sur un petit parking à l'arrière, avec des petits fanions Paris 2024, les voitures Toyota là, électriques floquées Paris 2024, par ici, s'il vous plaît, donc, veuillez pour mettre ma valise. Non, je m'en occupe. Et j'étais là, genre, wow, tu calmes, les gars. Tranquille, je peux le faire, il n'y a pas de souci, c'est juste moi, quoi. Et c'était un peu la même expérience dans tout le village. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé qu'on s'occupait super bien de nous, tout était vraiment bien organisé. Il y avait plein de bénévoles qui étaient toujours là pour répondre à nos questions, nous aider. Donc, t'étais vraiment dans une petite bulle, dans un petit monde. Tout était gratuit, il y a de la nourriture partout, tout le temps, les lessives, les machins. Enfin, tout est fait pour que tu sois à ton mieux. Et c'est normal parce qu'on veut après que tu fasses des performances de ouf. Mais ouais, c'était magique comme sensation, et moi j'ai eu la grande chance, et je remercie
ma chef de mission de la délégation togolaise de m'avoir permis de ça, c'est de faire venir déjà ma copine à plusieurs reprises dans le village, et surtout aussi de faire venir mon neveu qui était là à Paris, qui a toujours été mon plus grand fan, qui m'envoyait toujours des dessins Éloi triathlon, et là qui a pu venir à voir le village olympique, et donc ça c'était très 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 beau à partager. Et après pour la course, pour l'aspect sportif, ça aussi c'est incroyable. J'ai fait beaucoup du coup de briefing d'avant-course pour la qualification, et là je vais dans un briefing d'avant-course où il y a les 55 top gars que j'ai l'habitude de voir à la télé, quoi. 54 parce que toi t'es 55e. Oui, voilà, c'est ça, effectivement. Inclus-toi dedans, hein, tu peux, hein, tu y étais. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Mais ouais, ça faisait drôle, quoi. Ça faisait drôle quand même de voir tous des visages que tu as l'impression de voir à l'écran, que tu as l'habitude de voir à l'écran, pardon, et que tu vois là dans une salle avec toi, et ça c'est une chose aussi que je trouve c'est important de se rappeler dans la vie aussi, et que ce moment-là m'a permis de le revoir aussi, parce qu'au final c'est juste des gens, quoi. C'est juste des gens, c'est juste des gars qui, alors ouais, certes ils sont super forts en triathlon, mais c'est juste des gens, quoi. Enfin, c'est pas des dieux, c'est pas des personnes, ils sont pas différents fondamentalement de nous, quoi. Et donc on peut leur parler, enfin bref, c'est pour tout le monde, quoi. Même le président c'est juste une personne, c'est juste un gars. Enfin toi tu peux leur parler, moi j'essaye de parler à certains, j'y arrive pas, donc c'est parce que tu fais partie du même monde aussi. Ils ont peut-être un planning chargé, tout ça, mais ouais, enfin ça te désillusionne, mais ça, tu vois, ça t'enlève un peu du stress quand tu te rends compte de ça, quoi. Mais ouais, quand même toujours quand même super impressionnant. Et moi ce qui m'a surtout marqué, ouais, c'était de quand on a fait les repérages des parcours et de rouler sur les Champs-Élysées et de voir l'Arc de Triomphe au fond, et de voir en même temps que je roulais toutes ces images d'arrivée de Tour de France, où tu te dis mais toutes ces personnes, tous ces athlètes qui ont roulé sur ces mêmes pavés ici, et maintenant je m'ajoute à cette liste quelque part, et ça c'était très 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 touchant. Et d'ailleurs c'est là que j'ai eu mon plus beau moment dans la course même, au jeu. C'est de rouler sur ces Champs-Élysées avec un public qui hurlait, qui faisait du bruit incroyable. Et d'habitude quand je fais des courses, tu sors de la zone de transition, t'es à vélo, t'es tout seul, hein. T'es dans la pampa comme ça quelque part, il y a personne, il y a que toi, et il y a rien d'autre. Enfin, tu meurs tout seul sur le vélo. Et là, d'être tout au long du parcours, toujours entouré, toujours acclamé, toujours soutenu par le public, c'était vraiment vraiment magnifique. Vraiment magnifique à vivre. Le défilé devait être aussi quelque chose d'impressionnant, d'autant plus que on a rapidement passé en revue la délégation togolaise tout à l'heure. Contrairement à une délégation française, américaine, chinoise ou autre, ouais. Vous étiez 3, quoi. Ouais, c'est ça. Donc quand tu défiles, tu ne peux que kiffer. T'es pas un parmi tant d'autres. T'es exact. L'un des... Ouais. C'est clair. Ouais, nous on avait 5 athlètes qualifiés dans ces 4 disciplines du coup, et on avait du coup en tout sur le bateau, on était une dizaine, quoi, avec le staff et tout le monde qui était autour. Et donc on avait un bateau pour 3 nations, je crois. Il y avait Trinidad et Tobago ou Tonga, enfin bref, des îles, deux autres nations îles. Et donc à chaque fois qu'on passait quelque part, on était à fond, on balançait le drapeau parce que j'avais la chance de pouvoir le tenir ce soir-là. Et ouais, c'était un moment de folie. Et justement, du coup, quand tu passes, quand il y a les petits bateaux qui viennent te filmer, chaque pays avait le droit à 20 secondes à l'antenne, c'est clair que c'est pas 150 athlètes étaient un peu perdus parmi ces athlètes-là. C'était vraiment, on vous voit, on est là, c'est nous, on est là et on nous reconnaît. Donc ça, c'était vraiment très très beau à vivre. Par contre, c'était dommage qu'il y ait la pluie. Je pense qu'on a tous pris froid la semaine qui suivait. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas au top sur la course. Mais non, c'était vraiment un moment magnifique. C'était vraiment un moment magnifique à vivre. Et il y a un moment, je me souviens, on passait comme ça en dessous d'un pont et on voit en haut sur un bâtiment un drapeau togolais. Et je crois que c'est le seul qu'on voit pendant tout le truc. Et ça a duré je sais pas combien de temps. Et on était là, waouh, on criait, on essayait d'avoir leur attention. On voyait que ça revenait. C'était la folie. Exceptionnel. Tout simplement. Pour revenir un petit peu sur la course, comment ça s'est passé ?
au-delà de ces moments mémorables sur les champs, mais le départ en natation, la partie vélo, est-ce que tu es tout seul, est-ce que tu es dans un pack, est-ce que tu arrives à accrocher les meilleurs, et puis après la course à pied, et enfin l'arrivée. Alors moi, ma course elle s'est passée un peu différemment de ça, malheureusement. Donc au départ, tout bon, hein, on se prépare, on s'échauffe et ainsi de suite. Moi, j'étais placé à droite de Henri Schoeman et à gauche de, je ne sais plus qui c'était Mitch Colkman, je crois, le dernier. Donc le départ, déjà, je suis numéro 51, donc je suis appelé vers les derniers. Donc quand je descends sur le ponton, je passe derrière tout le monde et comme on a tous nos noms à l'arrière de la trifonction, donc je vois tous les noms, je passe, waouh. Et je m'installe. Et donc on est là, sur les quais de Seine, magnifique matin, grand soleil. Et donc on donne le départ, là je plonge. Et je fais mes 5 coups de bras comme on avait dit, à fond. Et là je lève la tête pour voir un peu où j'en suis. Et j'ai eu mon premier petit moment de fierté parce que en respirant, je vois que Henri Schoeman il est juste peut-être 20 cm derrière, quoi. Je me dis je suis devant Schoeman, génial. Mais bon, ça a duré peut-être 2 secondes. Et après, je prends les pieds et puis on part. Et en fait, t'avais ce jour-là énormément de courant dans la Seine, ce qui fait que, en gros, la première bouée était à 440 mètres. On a mis à peu près 3 minutes pour y arriver. Et là, du coup, quand tu tournes, on avait vu les images des filles où tu voyais, dès qu'elles tournaient, elles se faisaient déporter énormément par le courant. Donc on savait qu'il fallait un peu faire gaffe. Et malgré tout, je me suis fait déporter, on s'est tous fait déporter. Et là, on tourne la deuxième bouée et on revient vers le ponton. Et là, du coup, pleine face le courant, quoi. Et c'est dramatique, la vitesse qui réduit d'un coup est tellement importante de rester dans le pack. Donc moi j'étais à ce moment-là vers le fond, j'étais toujours dans la connexion avec le pack. On avance, je me dis ok c'est cool, ça tient. Et en fait au moment où on passe en dessous du pont des Invalides, là il y a un espèce de petit, je sais pas, ils ont mis une corde ou quoi, mais en gros ça fait comme un entonnoir. Et là le courant il est tellement fort que j'ai l'impression d'être à l'arrêt. Donc là je perds un peu de distance avec les gars. Je les vois encore, ils sont pas trop loin, mais en gros les 200 mètres qui restaient, ça a pris beaucoup de temps. Et le temps d'arriver sur le ponton, les autres sont déjà en train de repartir dans l'autre sens, vitesse grand V. Et moi, je perds petit à petit les pieds. Et en gros, sur le deuxième tour qui était plus court, j'étais déjà assez loin du gars qui était devant moi. Un athlète mauricien avec qui j'ai déjà fait de la course régulièrement. Et voilà, donc retour tout seul avec le courant de face. J'ai perdu encore plus de temps. Et ce jour-là, il y a eu des écarts sur toute la course qui étaient beaucoup plus larges que d'habitude. Enfin, il n'y a jamais ces gaps-là entre les athlètes qui couraient dans leur course d'habitude. Ce qui fait que moi, j'ai eu un assez gros retard, gros écart. Je suis sorti 5 minutes 30, je crois, derrière la tête. Et vu que le tour à vélo, ils avaient mis à peu près 7 minutes 30 à le faire la fois d'avant, ils faisaient la même chose cette fois-ci, il me restait pas beaucoup de temps avant de potentiellement me faire reprendre par les gars derrière. Donc moi j'ai eu la possibilité de faire un tour et à peu près et demi en gros avant que les premiers ils reviennent vite sur moi, et donc je me suis fait éliminer à cause de ça. Parce qu'on rappelle la règle quand sur des courses officielles avec plusieurs tours, si tu te fais rattraper par la tête de course, tu dois sauter, tu dois laisser ta place. Ouais, c'est ça, tu dois sortir de la course. Et donc malheureusement on savait en rentrant que moi, comme je disais, moi je m'étais entraîné toute ma vie pour faire des 50 et des 100 mètres de natation, et là donc 1500 mètres en eau libre avec du courant, etc. C'est vraiment pas, ça reste, du coup la natation est devenue mon point faible, et mon point fort c'était plutôt la course à pied. Malheureusement j'ai pas eu l'occasion de l'exprimer ce coup-ci, mais tout ça pour dire que du coup on savait à l'avance que il y avait des chances que j'arrive pas à aller jusqu'au bout de la course. Et mais bon, voilà, j'ai réussi à vivre ça. Et ce qui est surtout très beau et ce que je retiens, c'est que ce moment juste avant de me faire éliminer, du coup je savais que c'était la fin pour moi. Je disais merci au public, je remerciais tout le monde, ils me rendaient de l'énergie, c'était incroyable. Franchement j'étais ému au bord des larmes, parce que vraiment tout le parcours, tout ce que j'avais fait, tout ce qui avait été fait, tous les sacrifices et ainsi de suite, se cristalliser en ce moment-là quelque part. Je me disais, mais je suis là, je suis au jeu, je suis à Paris, il y a le public, je suis là, je fais la course. Et voilà, toute cette énergie m'a ému profondément. Et puis je sors, et puis plus tard on me dit « Oh, c'était trop beau Éloi, quand t'as vu comme ça, tu saluais la foule. » Je dis « Quoi ? Comment ça, vous m'avez vu ?» Mais si, mais en tas comme ça, il n'y a que toi dans le plan, pendant 20 secondes, t'es là, tu salues la foule, et puis tu passes comme ça, on voit ton truc, c'est génial et tout.
Donc vite, je vais regarder les images et effectivement, j'ai la chance d'avoir quasi 20 secondes où il y a juste moi et j'ai un ami belge qui m'a envoyé le son de la télé belge et on entend le présentateur. Ah, ça c'est une belle image. Eloi Djavon, triathlète togolais. Alors il a voulu se qualifier. Il raconte toute mon histoire et même quand on coupe sur le reste de la course pendant 2 minutes, il raconte mon histoire et tout. C'est génial et donc c'est vraiment j'en retire ça. Mon objectif, c'était de me qualifier. Déjà de faire ça, j'imaginais même pas que c'était possible. Et ensuite, mon objectif, c'était de mettre le Togo en avant et de faire rendre la visibilité. Et quand j'ai vu ces images, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon, on a réussi le pari, quoi. Et ouais, bah même juste là d'en parler, ça me... moi, ça me fout les poils. Hein. ça me touche. Et je l'ai pas vécu. Ouais. Et du coup, la suite à tout ça, est-ce que tu continues à faire du triathlon ? Ouais. Est-ce que tu t'es fixé d'autres objectifs ? Est-ce que tu vas aller à Los Angeles en 2028 ? C'est la grande question. C'est la grande question qui tourne toujours dans ma tête. Hein. C'est vrai que dès le lendemain de la course, on pensait déjà à la suite. On dit, bon, Los Angeles, ok, ça reste autant de temps, on va programmer comme ça, on va s'entraîner, etc. Et à la cérémonie de clôture des Jeux, le moment où ils font le passage du drapeau, et où il y a Tom Cruise et tout qui vient récupérer le drapeau et qui l'amène aux États-Unis, et qu'on le voit arriver, on voit ces images de Palm Springs et tout ça. Là, je me suis dit, ça donne envie quand même. Hein. La fête ici, elle est finie, mais j'aimerais bien quand même la revue là-bas. Donc ça, c'est bien sûr l'idée Los Angeles, elle reste forcément présente et tout. Mais je sais qu'il y a d'autres projets que j'aimerais faire. Il y a d'autres trucs qui m'appellent. Mais et je sais pas si ils peuvent attendre encore 3 ans ou si je dois me concentrer dessus maintenant. Pour l'instant, je continue à m'entraîner. Même avec la fédération au Togo, on essaie de voir comment on peut se mettre en place, qu'est-ce qu'on aura comme budget alloué, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement. Parce qu'il y a l'idée d'un côté, aller au jeu, c'est magnifique, tout le monde a envie de le faire. Et après, comme on disait, il y a la réalité, c'est de se lever tous les jours à 5h30, c'est d'aller nager, c'est de faire ceci, c'est s'entraîner comme ça pour se qualifier au jeu, c'est H24, ça n'arrête pas. Tout ce que tu fais, vraiment tout ce que tu fais, c'est lié d'une manière ou d'une autre à l'entraînement. C'est est-ce que tu manges ça ? Non, parce qu'après il y a ça. Est-ce que tu manges maintenant ? Non, parce que j'entraîne dans autant de temps, donc je vais manger dans machin. Est-ce que tu veux aller te coucher là ? Non, parce que demain. Et en fait, toute ta vie est régie par ton entraînement, par ton objectif. Et là où pour Paris, mon objectif était fort, très 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 puissant de me qualifier et j'étais prêt à tout faire. Aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que je suis tout autant prêt à tout faire pour aller à Los Angeles ? Qu'est-ce que je peux espérer de faire de plus ? Et est-ce que ça va toujours avec mes ambitions, avec mes idées ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient me procurer autant de satisfaction ? Est-ce qu'il y a d'autres défis qui me parlent plus ou différemment ? Donc, il y a plein d'idées dans ma tête. J'ai une idée de tour du monde par la force du corps, donc en marchant, en courant, à vélo ou en kayak. Il y a des idées... Déjà, il y a ce podcast pour aider les gens à dormir aussi. Donc voilà, j'aimerais faire du trail, j'aimerais faire du gravel, bref, il y a plein de choses qui me parlent encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai envie de continuer dans le sport. C'est vraiment là que je m'épanouis, je pense. Enfin, en tout cas, de rester actif. Mais il n'y a pas encore de décision finale de prise. Pour l'instant, c'est... Toutes les pistes sont un peu comme ça ouvertes et on essaye de mettre les choses en place pour voir laquelle est la plus parlante. Bon, tu reviendras sur le podcast, tu nous diras une fois que tu auras pris une décision ou que tu auras avancé sur un projet plus qu'un autre. Il y aurait des milliers de choses que je voudrais savoir encore, il y aurait plein de questions que je voudrais te poser, mais bon, on arrive déjà presque à un peu plus d'1 heure de podcast, donc on va libérer nos auditrices et nos auditeurs. Peut-être juste avant de finir, j'ai 2 questions. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui es un néo-triathlète, néo-olympien, je te pose la question, Eloi. Comment devenir triathlète ? En faisant un triathlon, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Hein, et c'est un des trucs qu'on m'a dit. La première fois que j'allais faire un tri, j'allais chercher c'était la nutrition, je pense, dans un magasin de course à pied. Puis la vendeuse m'a dit, moi j'ai un conseil à te donner pour ton prochain tri, c'est quand tu nages, tu nages. Quand tu roules, tu roules. Et quand tu cours, tu cours. Voilà, tu penses à ça et puis ça va très bien se passer.
Et au final, c'est vrai. Et on me l'a redit la même chose la première course internationale que j'ai faite. J'étais un peu stressé et puis je pense que ça se voyait. Donc il y avait un athlète hollandais qui était là qui me fait ça va, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit c'est ma première course, etc. Il dit t'inquiète pas, tu fais comme d'habitude, hein, on va plonger, on va nager, après on va rouler, et puis on courra et puis ce sera très bien quoi. Faire du triathlon, voilà, tu t'en fais et puis c'est bon. Nickel. Écoute, c'est une bonne vision des trucs. Et puis après, plus tu progresses, plus il y a cette fameuse maxime en triathlon où on te dit tu commences vite, t'accélères au milieu et puis tu finis à fond quoi. Quand tu nages, tu nages. Quand tu roules, tu roules. Et quand tu cours, tu cours. Et puis advienne ce que pourra. Et puis pour finir, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on t'envoie des messages si on veut rester en contact avec toi? Moi je suis sur Instagram, je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Snapchat, je suis pas sur ça, mais c'est principalement Instagram ou Facebook. Éloi Adjavon. Instagram c'est Adjavontri. Et puis si vous voulez me trouver sur LinkedIn, j'y suis aussi. Donc, et puis sur Strava, même si tu y vas plus, mais tu continues à publier. Sur Strava aussi, ouais, Éloi Adjavon, on pourra voir ce que je fais au quotidien quand je les mets. Ça se fait tout seul d'habitude, mais... Nickel. Écoute, faudra vraiment qu'on fasse un autre épisode où j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail de comment est-ce que tu as construit tout ça d'un point de vue financier. Parce que ça a un coût aussi de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Carrément. Tu disais, tu as été en Namibie, tu as été au Népal, tu as été en Afrique du Sud, tu as été partout. Et tout ça, c'est pas des voyages qui sont faciles ni gratuits. Il faudra qu'on se fasse un petit point là-dessus dans un prochain épisode. Mais on le fera déjà, quand tu auras fixé ton prochain objectif, je m'y engage, et deux, quand tu avanceras sur tes rushs. Comme ça te donne, tu vois, deux petits coups derrière la tête pour que tu avances. Deux petits trucs à travers. Ouais, c'est nickel. C'est excellent. C'est ça, on a besoin de ça. C'est ça qui est difficile quand tu es un peu à ton compte, c'est que s'il n'y a personne pour te dire « Allez !» te fouetter. Tu dois faire tout ça. Écoute, merci beaucoup Éloi, et à très bientôt. Merci à toi Hermano, c'était vraiment cool. Vraiment cool. Super discussion. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!